Bonjour à toutes et tous. On va attendre encore 2 minutes que les participants qui ne sont pas encore arrivés arrivent. Mm. Bien, alors je pense qu'on est au complet. Donc on va commencer la présentation. Alors avant toute chose, est-ce que vous pouvez bien me confirmer que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien et que vous voyez bien l'écran que je suis en train de partager? Merci. Donc vous pouvez intervenir voilà, dans la conversation. Après, ce que je vous propose, c'est que je vous déroule le webinaire. Donc on va parler de l'impact des fusions de conventions collectives sur les régimes de complémentaire santé dans les CCN fusionnés. Et après, on réserve un temps à la fin, une bonne quinzaine de minutes, pour vos éventuelles questions et pour échanger aussi sur le sujet. Comme ça, ça permet de pas, voilà, d'aller au bout du sujet avant qu'on échange ensemble. Mais n'hésitez pas donc à me dire si jamais il y a des moments où vous n'avez pas bien compris, où il faut que je répète des choses, n'hésitez pas à intervenir quand même. Et vu qu'on est en très très petit comité, c'est bien aussi, parce que c'est première session du webinaire, on était un peu plus nombreux, beaucoup plus nombreux même. Là, je pourrais débloquer vos micros pour que vous puissiez intervenir directement, si vous le souhaitez, directement à l'oral plutôt que par la messagerie. Alors pourquoi on est là aujourd'hui? Aujourd'hui, on est là pour parler des fusions de conventions collectives et de leur impact sur les complémentaires santé. Pourquoi? Parce que en fait, bah, il y a eu un gros mouvement de fusion, hein, ces dernières années, qui s'est quand même bien, bien tassé dernièrement, même si on a des grosses conventions collectives qui sont arrivées, on va en reparler. Et on a encore quelques chantiers qui sont en cours, quelques chantiers qui impliquent aussi euh, des, des gros sujets de protection sociale complémentaire collective, notamment avec les secteurs médico-social non lucratifs, donc qui va regrouper les conventions collectives CCN 51, qui sont celles euh, des établissements privés d'hospitalisation non lucratifs, convention collective aussi des établissements pour personnes inadaptées handicapées, la CCN 66, et cette fusion du médico-social non lucratif, elle regroupera également la Croix-Rouge. Et donc pour les lecteurs qui suivent les actualités de Tripaillot, vous avez sûrement dû lire passer nos récents articles sur la négociation qui est très compliquée, aussi bien en matière de fusion de conventions collectives dans ce secteur-là qu'en matière de protection sociale complémentaire collective. Mais on y arrivera, enfin en tout cas les partenaires sociaux y arriveront.
ça arrivera au bout, mais il y aura sûrement un impact très spécifique sur cette nouvelle convention collective qui sera créée. Je pense qu'on y reviendra en temps et en heure dans Tripalio dans les mois prochains. Il y a quoi d'autre comme conventions collectives qui sont toujours en cours de fusion? Si je me souviens bien, on a toujours un sujet de fusion entre l'industrie laitière et les coopératives laitières, donc les conventions collectives qui sont IDCC 112 et IDCC 7004, qui sont toutes les deux en train de se rapprocher pour former le secteur de la transformation laitière. Donc ça, c'est toujours en questionnement et il y aura probablement un impact sur la complémentaire santé, mais c'est un sujet qui viendra en temps et en heure aussi. Et comme autre fusion qui est toujours en cours, on a celle des industries alimentaires diverses, la convention collective des industries alimentaires diverses, qui est en discussion avec les pâtes alimentaires sèches. Euh, donc, il y a eu un arrêté de fusion qui est paru sur ces conventions collectives, mais elles doivent encore négocier. Et ces deux conventions sont aussi couvertes chacune par leur accord santé. Il y aura forcément un impact aussi à ce niveau-là. Mais globalement, les chantiers de fusion de conventions collectives euh, sont quand même en train de ralentir et on est capable de faire un premier bilan en fait de l'impact sur les complémentaires santé en place dans ces conventions collectives. Et pourquoi c'est important de faire un bilan? Parce qu'en fait, il n'y a pas de règles préétablies. Il n'y a pas de loi ou de règles conventionnelles qui dictent le sort du ou des régimes frais de santé en place en cas de fusion. C'est au cas par cas que ça se traite en fonction des négociations, en fonction des régimes déjà en place et des acteurs qui interviennent. Et en fait, on va voir là, je vais vous présenter une dizaine de cas principaux, hein, des grandes fusions qu'on connaît bien, mais qui permettent d'avoir une bonne idée des différentes caractéristiques, des différents traitements qui sont réservés à la complémentaire santé dans les fusions de conventions collectives. Alors on va commencer par le cas le plus emblématique, qui est celui évidemment de la convention collective de la métallurgie. La convention collective de la métallurgie, elle a rassemblé près de 80 enfin, elle rassemble près de 80 conventions collectives locales quand même. Ça a été un gros chantier et c'est surtout un chantier qui a donné lieu à la mise en place d'un tout nouveau régime frais de santé qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2023 et qui permet en fait à tous les salariés du secteur de la métallurgie d'être maintenant couverts par le même cadre conventionnel en complémentaire santé. Je zoome un peu pour que vous voyez mieux. Et donc, on le voit ici, ça permet les partenaires sociaux ont profité de leur fusion pour mettre en place un référencement de plusieurs organismes assureurs, donc Malakoff Humanis, Apicil Aesio, dans un groupement commun et le groupe Vive. Et les partenaires sociaux ont ajouté un petit twist dans la métallurgie, qui est que, outre la mise en place de leur régime unique pour toute la convention collective, ils ont aussi décidé de proposer des règles spécifiques dans le cadre de ce qu'ils appellent la gouvernance de leur régime frais de santé. Et en fait, ce sont des règles avec des tarifs, surtout des grilles tarifaires spécifiques aux entreprises qui adhèrent à l'un des organismes référencés. Donc, la métallurgie, elle a quand même décidé de complexifier un peu sa santé collective avec cette dualité entre le régime frais de santé conventionnel et le régime frais de santé sous référencement qui dépend en plus d'un accord et de ses avenants de gouvernance. Le dernier avenant de gouvernance dans la convention collective de la métallurgie, il a même été signé au début du mois de janvier 2025. Donc là, je ne sais pas si j'arriverai à remonter jusque-là. Dans les actualités Tripalio, non, je pense pas. Je pense on a publié trop de choses depuis lors, mais on publie régulièrement, on suit régulièrement les nouveautés qui ont lieu dans ces conventions collectives. Donc ça, la métallurgie, c'est la plus emblématique parce que c'est
le chantier qui a beaucoup fait parler et un secteur qui rassemble quand même plus d'un million de salariés. Donc, ce n'est pas neutre. Au totale opposition avec la métallurgie, on a une autre fusion de conventions collectives qui là est beaucoup plus anecdotique en matière de complémentaire santé, c'est celle des industries des carrières et matériaux de construction. Alors en fait, cette convention collective, elle est issue de la fusion de plusieurs, de 5 autres petites conventions collectives, qui est celle des ouvriers des industries de carrière et de matériaux de construction, celle des employés et techniciens du même secteur, celle des cadres des industries et matériaux de construction, celle des tuiles et briques, et pour finir, celle des industries et fabrication de la chaux. Et donc, toutes ces conventions collectives, elles ne proposaient pas d'accord santé avant. Elles n'avaient pas d'accord santé et elles ont fusionné dans une nouvelle convention collective industrie de carrière et matériaux de construction qui n'en propose toujours pas. C'est pour ça qu'on considère que c'est la convention collective qui est la plus anecdotique en matière de complémentaire santé suite à une fusion. C'est parce que les partenaires sociaux, quand ils ont signé leur accord, négocié et signé leur accord qui date du 6 juillet 2022, leur nouvelle convention collective, ils ont décidé de ne pas appliquer, en fait, de ne pas négocier le régime frais de santé et de se contenter, entre guillemets, d'une prévoyance collective, ce qui est déjà bien. Mais on pense que la complémentaire santé aurait pu faire partie du package. Donc, sur ce sujet-là, sur cette convention collective-là, à notre connaissance, il n'y a aucune négociation qui est prévue en frais de santé. Et il faut savoir aussi qu'elle s'applique seulement depuis le deuxième partie du mois de novembre 2024. Alors qu'elle a été signée en juillet 2022, c'est parce que l'entrée en vigueur de cette convention collective était soumise à la parution de son arrêté d'extension, qui est paru tardivement. Euh, donc ça, on a vu les deux premières, la métallurgie la plus emblématique, celle-ci, matériaux de construction, la plus anecdotique. Maintenant, on va partir sur des fusions de conventions collectives un petit peu plus variées et parfois tordues. Alors la prochaine, c'est celle des cabinets d'avocats, des salariés des cabinets d'avocats, très exactement. Alors cette convention collective, elle est spéciale, elle est spécifique. Pourquoi? Parce qu'elle regroupe deux conventions collectives initiales, qui sont celles des avocats salariés des cabinets d'avocats et celles des salariés non avocats des cabinets d'avocats. Et donc ces deux conventions collectives, elles sont désormais regroupées au sein de la convention collective des salariés des cabinets d'avocats. Et on voit qu'il y a un accord santé et un accord prévoyance. Il y a un accord santé. Alors la situation, elle est un peu spécifique parce que initialement, la convention collective des avocats salariés n'avait pas d'accord santé. La convention collective des non-salariés, des non-avocats, pardon, des salariés des cabinets d'avocats, eux, ils étaient couverts par un accord santé. Mais cet accord santé, il n'était jamais entré en vigueur. Il datait de 2013, il prévoyait une désignation, et il y avait de la friture sur la ligne à l'époque avec l'ANI de 2013 et la censure probable qui allait venir des clauses de désignation. Et l'accord n'a jamais étendu, or son entrée en vigueur a été soumise à son arrêté d'extension. Donc officiellement, l'accord santé des avocats, des salariés des cabinets d'avocats, n'est pas en vigueur. Pourtant, quand ils ont négocié leur nouvelle convention collective, les partenaires sociaux des salariés des cabinets d'avocats, donc dans la nouvelle formule de la convention collective, ils ont décidé quand même de reprendre la mouture qu'on vient de voir de l'IDCC 1000, la mouture de cet accord santé, qui ne concerne pour l'instant que les salariés qui ne sont pas avocats dans cette convention collective, mais on retombe sur le même problème, c'est-à-dire que juridiquement, l'accord santé n'est pas applicable, même si on est bien conscient que les partenaires sociaux
enfin les acteurs positionnés sur ce secteur-là se réfèrent à toutes les prestations et au cadre conventionnel qui a été décidé en 2013 pour bâtir leurs offres. Juridiquement, c'est pas un accord santé qui est en vigueur et nous savons que donc la convention collective qui a été fusionnée, dans ce secteur-là, elle a été signée le 21 juin 2024. Elle n'est pas encore en vigueur officiellement parce qu'il faut qu'elle soit étendue, mais on sait quand même qu'il y a une négociation qui est prévue sur le sujet protection sociale complémentaire. Donc c'est pas impossible, enfin c'est même très probable que pendant l'année 2025, cette version de l'accord santé qui pour l'instant ne concerne que les non-avocats, euh, des salariés des cabinets d'avocats, cette version-là, c'est possible qu'elle soit remplacée par une nouvelle version qui concerne tout le monde à l'horizon 2026. Donc il y aura des négociations doivent avoir lieu cette année. On n'a pas de calendrier exact, de calendrier vraiment prédéfini, mais c'est tout à fait probable. Donc en attendant, la situation, elle est assez, elle est, comment dire, assez figée. Il faut s'en tenir à cet accord santé qui n'est pas applicable officiellement, mais qui sera probablement remplacé par un nouveau texte. Là, la convention collective des salariés des cabinets d'avocats, on est encore un peu dans l'expectative, et, mais ça pourrait fortement bouger cette année. Il y a de fortes chances que ça bouge. Après, donc là, on était dans l'IDCC 3253. On va faire un petit pas en arrière pour aller sur la 3252, qui est la convention collective des entreprises au service de la création et de l'événement. Alors cette convention collective, elle est elle aussi très récente. Elle regroupe la convention collective des mannequins. Elle regroupe aussi la convention collective des ETAM, des exploitants de chapiteaux, employés, techniciens, agents de maîtrise des exploitants de chapiteaux. Et surtout, elle comprend les entreprises techniques au service de la création et de l'événement, qui était en fait la convention collective la plus active des trois fusionnées. Et ces trois conventions collectives ont fusionné au sein des entreprises au service de la création et de l'événement, qui unifient tout le monde. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont décidé, les partenaires sociaux, là aussi? Ils ont bien vu qu'il n'y avait pas d'accord santé chez les mannequins, pas d'accord santé chez les exploitants de chapiteaux, mais un accord santé dans les entreprises techniques au service de la création et de l'événement. Un accord santé avec un partenariat qui n'est pas mentionné, mais on sait très bien que l'acteur bien en place dans ce secteur, c'est Audience. Un partenariat qui n'est pas mentionné. Et il y avait même un accord. Enfin, les partenaires sociaux ont décidé, en fait, en amont de la fusion, de signer un accord qui s'applique dans la convention collective ancienne et nouvelle. En fait, les partenaires sociaux avaient carrément anticipé leur fusion et ils ont décidé de renégocier leur complémentaire santé collective fusionnée pratiquement enfin, dans le même temps de leur convention collective. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a déjà un nouveau régime fusionné pour la convention collective des entreprises au service de la création et de l'événement, sachant que ce régime-là n'est techniquement pas encore en vigueur, il faut qu'il soit étendu pour pouvoir s'appliquer. On va voir, c'est exactement la même chose qui apparaît dans la convention collective fusionnée. Il faut qu'il soit étendu pour pouvoir s'appliquer. Mais on peut anticiper une entrée en vigueur très, très prochaine. Et surtout, on avait, sur Tripalio, on avait proposé des analyses assez fouillées en juillet 2024, lorsque l'accord était paru, parce qu'il date du 27 juin. On avait proposé des analyses assez fouillées, et au final, le nouveau régime a pour point de départ l'ancien, dans le contenu de ses prestations. Il a pour le point de départ l'ancien et il propose même des prestations plus généreuses sur certains points. Donc c'est important quand même de se référer au nouveau régime, même si légalement il n'est pas opposable. Il faut bien anticiper son entrée en vigueur dont on ne doute pas vraiment, avec toutes les prestations qui sont globalement
soit au moins aussi généreuse qu'avant, soit plus généreuse. Donc ça, en fait, c'est une évolution de la complémentaire santé qui est assez facile à gérer, c'est-à-dire qu'au moment de leur fusion, les partenaires sociaux signent déjà leur nouveau régime fusionné et anticipent son application en l'appliquant à la fois à l'ancienne IDCC, le 2717, et au nouvel IDCC fusionné, le 3252, pour la création et l'événement. Donc ça, c'est assez simple à gérer. Et maintenant, on va voir d'autres cas où les partenaires sociaux ont même usé d'encore plus d'anticipation que ce qu'on vient de voir. On va voir des trois cas de fusion de conventions collectives où ce que les partenaires sociaux, c'est avant même de signer leur convention collective fusionnée, ils ont déjà signé en amont, pour les conventions collectives initiales, un régime collectif commun. Donc c'est par exemple le cas chez les opérateurs de voyage et guides. Cette convention collective, en fait, elle regroupe trois conventions collectives initialement: les guides et interprètes de région parisienne, les accompagnateurs au service des agences de voyage et tourisme, et la dernière qui était en fait la principale, la plus importante, les personnels des agences de voyage et de tourisme. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait, les partenaires sociaux, dans ces conventions collectives? Avant même de signer leur nouveau cadre conventionnel commun, ils avaient signé, ils avaient signé un accord commun dès 2015. Donc dès le 21 septembre 2015, donc là je vois, on est dans l'IDCC 1710, on a l'accord du 21 septembre 2015. Si je vais dans le 412, on l'aura aussi. Dès 2015, en fait, ils avaient anticipé le fait que ces trois secteurs-là étaient proches, et les partenaires sociaux s'étaient dit, on va signer une complémentaire santé collective commune avec recommandation d'AG2R. Et en fait, qu'est-ce qu'a fait la convention collective unifiée, IDCC 3245? Elle a simplement acté la reprise de ce régime commun-là quand le texte a été signé. Donc c'était en 2022, c'était le 19 avril 2022 qu'elle a été signée, cette nouvelle convention collective. Donc c'est nouveau, mais ça a quand même 3 ans. Et par la suite de cette entrée en vigueur, donc la bascule entre les trois anciennes conventions collectives et la nouvelle unifiée s'est faite assez simplement parce qu'on reprenait déjà le régime collectif frais de santé qui s'appliquait aux trois CCN initiales. Donc on reprenait exactement la même chose. Et à partir de ce socle commun, les partenaires sociaux ont quand même décidé de signer un nouveau dispositif. Donc c'était l'avenant du 4 octobre 2024. Et en fait, ce nouveau dispositif a simplement revu une partie, a revu la mutualisation, donc avec une nouvelle recommandation, cette fois-ci qui implique aussi Apicil. Et surtout, ils ont revu une partie des prestations et des cotisations. Mais tout ça, c'est un avenant au régime commun qui avait été repris des trois conventions collectives initiales. Donc là, on est sur un cas qu'on retrouve chez les opérateurs de voyage, mais qu'on a aussi retrouvé dans dans un autre cas de fusion de convention collective qui était la bijouterie. Donc dans la bijouterie, c'est exactement la même chose. On s'est retrouvé avec la bijouterie joaillerie, donc IDCC 567, et avec l'horlogerie de détail, IDCC 1044. Et en fait, ces deux conventions collectives-là, elles ont fait comme chez les opérateurs de voyage. Les partenaires sociaux, ils ont décidé en amont de leur rapprochement de signer un accord de fusion. Donc là, on était sur un accord signé en 2020. Et à partir de là, les partenaires sociaux, ils se sont dit, on négocie notre rapprochement dans l'IDCC 3251. Donc le rapprochement, là, il est un peu plus récent que les autres conventions collectives qu'on avait avant. Cette convention collective-là de la bijouterie, horlogerie, elle date de fin 2023 et elle s'applique depuis janvier 2024. Et là, en fait, les partenaires sociaux, ils ont fait pareil que précédemment chez les voyageurs.
ils ont repris le régime qui existait déjà, ils l'ont réintégré dans leur convention collective, parce qu'en fait, la recommandation, elle dure jusqu'à la fin de l'année 2025. Tout va bien, en fait, les organismes sont toujours bien implémentés, avec la recommandation d'Harmonie, Aesio et Malakoff Humanis. Donc la seule chose ici qui a changé depuis la fusion de conventions collectives, c'est qu'il y a eu un avenant qui a augmenté les cotisations. Donc la fusion, elle a été signée le 3 octobre 2023 et on a un avenant qui a revu les cotisations à la hausse en novembre 2023, donc un mois après la fusion de CCN. Et à part ce changement, le cadre général du régime frais de santé pour la bijouterie horlogerie n'a pas bougé par rapport à l'existant. Et autre cas similaire de fusion qui a été anticipé par les partenaires sociaux au niveau de leur complémentaire santé, c'est le cas des activités industrielles de boulangerie et des professionnels de l'œuf. Là, on est encore sur une autre convention collective, une autre fusion qui est encore plus récente, avec une convention collective qui a été signée en octobre 2024 et qui s'applique depuis le début du mois de décembre 2025, qui s'appliquera le 1er décembre 2025 même. En revanche, la partie frais de santé, on va y venir, elle s'applique déjà. Elle s'applique déjà depuis le début de l'année 2025. Alors, qui est concerné par cette convention collective unifiée? On a d'un côté la boulangerie industrielle, fort logiquement, et de l'autre côté, les industriels de l'œuf. Et ces deux conventions, on est dans le même cas que les deux fusions qu'on a vues juste avant. Elles avaient déjà décidé de négocier un régime frais de santé commun. Hop. Est-ce que c'est celui-ci ou est-ce que c'est celui-là? Non, c'est celui-ci. Elles avaient déjà décidé de négocier un régime frais de santé commun. Donc là, on est dans le régime frais de santé qui a été négocié en novembre 2023. Donc c'était pratiquement un an avant la signature, un peu moins d'un an avant la signature de la CCN fusionnée de ces deux secteurs. Donc les partenaires sociaux savaient déjà qu'ils allaient se rapprocher, que leur discussion allait aboutir et que c'était l'occasion de revoir dès maintenant la convention collective, la partie frais de santé fusionnée. Donc cette fusion, elle a donné lieu à une reprise dans la convention collective du régime frais de santé unifié. Et donc c'est ce qu'on retrouve. On retrouve exactement les mêmes paramètres que ce qui existait déjà dans les deux IDCC initiaux. Et là, dans la nouvelle CCN fusionnée, on a toutes les caractéristiques qu'on connaissait déjà, ce qui rend quand même beaucoup plus simple la transition de la couverture santé entre les deux conventions collectives initiales et la convention collective fusionnée. Alors, on a eu un dernier avenant, donc cette complémentaire santé là, elle s'applique depuis le 1er janvier 2025, même si le reste de la CCN fusionnée s'appliquera à la fin de l'année 2025. Ça, c'est déjà applicable en matière de frais de santé et on a même eu un avenant publié récemment qui date du 16 janvier 2025 qui augmente les cotisations frais de santé. On l'avait publié la semaine dernière. Ici, voilà. Donc les cotisations frais de santé, là, on sait qu'elles ont augmenté de quelques pourcents, de quelques euros, et que ça s'applique bientôt, ça s'appliquera le 1er janvier 2025. Donc c'est pas parce que les partenaires sociaux décident de reprendre tel quel un régime frais de santé déjà négocié entre les conventions collectives initiales qui se refusent évidemment le droit de revenir sur les paramètres une fois fusionnés. Là, évidemment, c'est les cotisations qui sont mises en avant à la fois dans la bijouterie, on l'a vu, les cotisations ont augmenté après la fusion. Et là, les cotisations augmentent après la fusion dans les activités industrielles de boulangerie et les professionnels de l'œuf. Mais ce n'est pas impossible que les autres paramètres suivent aussi lorsque les recommandations, lorsque les mutualisations devront être réexaminées.
Alors là, on vient de voir quand même 3 cas de convention collective, 3 cas de fusion de convention collective où les partenaires sociaux ont bien anticipé en négociant des accords communs avant leur fusion. Maintenant, on va voir 3 autres cas, c'est les 3 derniers cas qu'on va voir, où les partenaires sociaux ont fait différemment. Ils ont anticipé, enfin ils ont anticipé d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils vont garder dans leur nouvelle convention collective tous les régimes frais de santé qui existaient avant la fusion. Et chaque secteur fusionné va conserver temporairement sa complémentaire santé collective. Alors le premier secteur où on peut remarquer ça, c'est chez les professions réglementées auprès des juridictions. Donc cette convention collective, elle regroupe quoi? Elle regroupe les tribunaux de commerce, donc les greffes des tribunaux de commerce. Elle regroupe aussi les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Et elle regroupe les huissiers de justice. Raté. Les administrateurs et mandataires judiciaires. Donc, ces 3 conventions collectives, elles avaient chacune, avant leur fusion, dans la convention collective des professions réglementées auprès des juridictions, elles avaient chacune leur accord frais de santé, distinct. Elles avaient vraiment 3 régimes différents qui étaient en vigueur depuis, depuis 2015 pour l'une, depuis 2016 pour l'autre et pour la troisième, depuis 2015 aussi. Mais chacune un cadre spécifique. Et les partenaires sociaux, ce qu'ils ont fait quand ils ont négocié leur rapprochement, donc la convention collective unifiée ici, elle date du 1er novembre 2023. Les partenaires sociaux, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'ils ont dit, pour l'instant, on va voir ce qu'on va faire en santé collective, mais on va garder en annexe les 3, on va garder applicables en fait en vie les 3 régimes différents. Donc tous les salariés qui sont encore dans les grèves des tribunaux de commerce dépendent encore de ce régime-là. Tous les salariés des avocats qui sont dans les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation sont encore couverts par le régime également. Et même chose du côté des administrateurs et mandataires judiciaires. Alors, cette conservation des régimes, elle est temporaire. C'est les partenaires sociaux, ils prévoient ça en vue de négocier un régime fusionné commun. Sauf que là, ça commence à être long. Ça fait déjà plus de 2 ans et demi que les négociations sont en cours et on anticipe, on imagine que la mise en place, la négociation soit bouclée en 2025 pour une mise en place d'un régime qui unifie tout le monde en frais de santé à partir de 2026. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Dernièrement, on faisait un point d'ailleurs sur la structure, voilà, la structure du cahier des charges en frais de santé dans ce secteur-là, donc dans les professions réglementées judiciaires. Donc on sait qu'il y a des avancées dans les négociations dans cette convention collective. C'est pour ça qu'on planche pour une entrée en vigueur en 2026 d'un régime unifié, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est encore sur 3 régimes distincts, donc il faut prendre son mal en patience quand on est une complémentaire santé qui est positionnée sur ce marché, parce que il faut attendre de voir comment les négociations vont évoluer. Mais on n'est pas à l'abri que ça se débloque, enfin, on n'est pas à l'abri que ça se débloque prochainement. Et vraiment, on pense que ça sera bon pour le 1er janvier 2026. Donc, une autre convention collective qui est dans le même cas globalement, c'est celle de la boucherie-poissonnerie. Donc, la bien connue boucherie-poissonnerie qui regroupe, comme son nom l'indique, la boucherie d'un côté et la poissonnerie de l'autre. Et ces 2 conventions collectives, c'est la même chose. Elles avaient chacune leur accord santé. Et les partenaires sociaux, ça fait quand même plusieurs années qu'ils sont proches, qu'ils négocient des accords qui mêlent les 2 sigles, le sigle boucherie, le sigle poissonnerie. C'est fréquent qu'on voit passer des accords comme ça qui pouvaient porter à confusion. Et finalement, ils ont signé leur convention collective unifiée le 24 septembre 2024.
Mais cette convention collective, elle est assez spéciale. Pourquoi elle était spéciale? Parce elle proposait un accord santé qui a plusieurs têtes, en fait. On avait fait un article dans lequel on expliquait que c'était un régime à 3 têtes parce qu'il y avait un socle commun qui ne disait finalement pas grand-chose et ensuite une partie dédiée à la boucherie qui reprenait, en fait, globalement, heu, le le régime déjà existant dans la boucherie artisanale et une autre partie complémentaire santé dédiée à la poissonnerie qui reprenait lui aussi, enfin qui reprend lui aussi, le régime frais de santé qui existe déjà dans la poissonnerie. Donc en fait, là, les partenaires sociaux, ils n'ont fait que recopier, reprendre l'intégralité des régimes déjà existants pour les mettre dans leur convention collective en proposant 2 régimes distincts. Donc là, ces régimes, il faut qu'ils soient étendus pour pouvoir entrer en vigueur, mais en réalité, ils sont étant donné qu'ils sont identiques, à ceux qui existent déjà, dans la poissonnerie et dans la boucherie qui ont été fusionnés, c'est leur, c'est ces prestations-là et ces cotisations-là qui peuvent encore, servir de référence. Même si, il faut être vigilant, pour tout ce qui pourrait bouger dans la convention collective unifiée, parce que c'est ça, qui fera office de loi dès lors que l'extension sera publiée au Journal officiel. Alors pour l'instant, on ne sait pas, on n'a pas de calendrier de négociation, on ne sait pas encore si les partenaires sociaux ont prévu de renégocier des paramètres de leur régime frais de santé au cours de l'année 2025. Est-ce qu'ils vont négocier, heu, un accord cette année en tout cas? Est-ce qu'ils vont négocier une fusion de leur régime pour plus qu'il y ait cette dichotomie entre boucherie et poissonnerie? Hem, on ne sait pas. En tout cas, ils ont annoncé quand même qu'ils voulaient réfléchir, à cette question de l'unification des régimes frais de santé en interne. Mais si cette unification vient, on ne sait pas si elle aura lieu en 2025 plutôt ou plutôt en 2026. Ou plus tard, 2027, on ne sait pas. Mais c'est un sujet qui est sur la table quand même. Il faudra voir quand est-ce que les partenaires sociaux s'en empareront. Donc la boucherie-poissonnerie, on est encore sur la reprise d'anciens régimes, sans renégociation pour l'instant à ce stade. Et enfin, la dernière fusion de conventions collectives sur laquelle on va plancher concerne les commissaires de justice et sociétés de vente volontaire. Donc là, commissaires de justice et sociétés de vente volontaire, ça rassemble qui? Ça rassemble les commissaires-priseurs et les huissiers de justice. Alors non, pas la métallurgie du Haut-Rhin, voilà, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs qui sont ici. Donc là, on est encore sur un cas de convention collective qui avait chacune leur régime frais de santé, qui ont été repris dans la convention collective signée, celle-ci elle date du 16 novembre 2022, et les partenaires sociaux, en revanche, là, ils ont eu le temps d'y penser à une renégociation. Donc, ils ont pris ce temps-là, pour renégocier justement un accord fusionné qui a été signé en octobre 2024. Donc là, ils ont cette fusion de conventions collectives, chez les commissaires de justice et sociétés de vente volontaire, elle est quand même, plus ancienne que celle de la boucherie-poissonnerie, par exemple, qu'on vient de voir. Donc les partenaires sociaux, ils ont eu le temps, de s'intéresser à cette fusion de régimes frais de santé et on avait fait un article, sur Tripalio, heu, qui, heu, qui a été publié il y a un certain temps maintenant, parce que c'était quand le régime était paru? Voilà, en décembre 2024 et en fait, qu'est-ce qu'on disait de ce régime-là? On le critiquait un peu parce que les partenaires sociaux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient 2 régimes existants. Qu'ils avaient celui des huissiers de justice, celui des commissaires-priseurs et il y en avait un qui était plus généreux que l'autre, un qui était plus cher que l'autre. Et finalement, les partenaires sociaux, ils ont fait un choix, radical qui a pas dû plaire en interne, qui est que leur nouveau régime, frais de santé unifié, il propose des cotisations santé,
qui reprennent les plus élevés des commissaires-priseurs. Par contre, ils proposent des garanties frais de santé qui reprennent les plus faibles des huissiers de justice. Donc les salariés se retrouvent là avec un nouveau régime frais de santé qui propose des garanties moins bonnes euh, que, par exemple, les commissaires-priseurs que ce qu'ils pouvaient avoir avant, euh, pour des cotisations qui sont plus élevées que ce que les huissiers de justice connaissaient. Mais apparemment, l'équilibre du régime nécessitait ce rééquilibrage nécessitait de revoir ça, parce que, il y avait un problème qui avait été clairement identifié. Donc là, on est sur un cas sensible, j'ai envie de dire, où les partenaires sociaux, ils ont renégocié en étant parfaitement conscients que leurs 2 régimes coexistants, ne pouvaient pas être fusionnés sans un effort, des uns et des autres. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de mettre en place ce cadre conventionnel, heu, avec des cotisations tirées vers le haut et des prestations tirées vers le bas. Donc on n'a pas eu de retour spécifique, de salariés éventuellement, positionnés dans ce secteur, mais c'est un choix probablement qui a dû faire parler, parce que ça veut dire que le cadre conventionnel unifié en tout cas est moins favorable que ce qu'il était avant. Donc là, on est sur le dernier cas, donc c'était le dernier cas de fusion, qui était, peut-être un peu clivant et donc ça nous fait, maintenant qu'on a vu les 10 conventions collectives, je repasse en revue, les différents cas, qui sont possibles, les différents cas de traitement des complémentaires santé en cas de fusion. Donc on avait d'abord la métallurgie, qui était la négociation d'un régime de zéro. Donc les partenaires sociaux dans la métallurgie, ils ont négocié entièrement un tout nouveau régime pour tous les salariés, mis en place, avec la convention collective pour tout le monde. On a le cas des industries et matériaux de construction, donc on va les afficher. Les industries et matériaux de construction, la métallurgie, les industries et matériaux de construction, où là, ils ont décidé de ne pas proposer du tout de régime frais de santé, malgré leur fusion, malgré leur dialogue social. On a le cas des salariés des cabinets d'avocats qui ont décidé de reprendre un régime frais de santé qui n'est pas en vigueur légalement et de dire: «On va renégocier quelque chose». On attend toujours la négociation. Donc dans ce secteur-là, c'est vraiment, particulier chez les avocats. On a les entreprises au service de la création et de l'événement qui ont repris l'accord santé qui existait déjà dans l'une des 3 conventions collectives fusionnées et il l'a repris, les partenaires sociaux ont repris le régime frais de santé, l'accord santé, tel quel, avant en améliorant certaines prestations, mais en partant de ce socle. Et ensuite, on a les 3 fusions de conventions collectives qui ont été faites dans des conventions collectives qui étaient déjà couvertes par le même régime frais de santé. Donc là, c'est le cas chez les opérateurs de voyage et guides. C'est le cas dans la bijouterie, horlogerie, où les conventions collectives avaient déjà leur régime frais de santé unifié, avant d'être, unifiées dans le cadre de la convention collective en elle-même. Pareil du côté des activités industrielles de la boulangerie et des industries des œufs. Et enfin, les derniers cas qu'on a vus, c'était le cas, hop, des professions réglementées auprès des juridictions, où là, qu'est-ce qu'on avait pour rappel? On avait la renégociation, la reprise des régimes existants dans les conventions collectives initiales, en les maintenant en vie temporairement, le temps de négocier un nouvel accord. Donc ici, le nouvel accord n'a pas encore été négocié, donc les 3 régimes qui existaient déjà sont toujours en vie temporairement. On a la même chose du côté de la boucherie-poissonnerie, les 2 régimes initiaux sont toujours en vie et on a eu la même chose
du côté des commissaires de justice et sociétés de vente volontaire. Mais les partenaires sociaux, là, ont eu le temps de négocier un régime unifié. Et là, par contre, ils ont décidé de remplacer les deux régimes préexistants maintenant par un régime frais de santé unifié. Voilà, donc on a fait le tour globalement de tout ce qui pouvait être rencontré comme cas de traitement de la complémentaire santé en cas de fusion de conventions collectives. Donc, si vous avez des interrogations, si vous avez envie qu'on revienne sur un traitement particulier, un point particulier, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à le dire. Donc, en levant la main, en écrivant dans la fenêtre de conversation. On est là pour ça. Alors oui, je vais autoriser le micro. Alors oui. Alors j'ai autorisé votre micro, il faut que vous l'ouvriez, Soutida. Vous pouvez l'ouvrir normalement. Et je vous entends pas. On vous entend pas en tout cas. Moi, je sais pas si vous entendez. Vous pouvez me poser la question sinon dans la conversation, parce que moi je vous entends pas du tout. Désolé, hein. Je ne sais pas pourquoi je ne vous entends pas. Et j'ai pas l'impression que les autres participants vous entendent non plus. Allez-y. Je lis hein, ce que vous écrivez. Alors, les cas association famille rurale et éclat. Alors, on peut le voir, même si là, je l'ai pas à chaud comme ça. J'ai pas étudié le sujet de près, donc ce que je vous propose pour ce coup-là, on va regarder, mais si c'est trop long de voir exactement ce qui s'est passé sur leur complémentaire santé, a priori, on a deux accords santé distincts qui sont toujours. Donc là, on a encore deux accords santé qui cohabitent. C'est-à-dire que la fusion, elle n'est pas encore terminée, donc elle n'est pas encore bouclée entre la convention collective éclat et les familles rurales.
Euh, Elles ont commencé. Et la pêche de loisirs. Ah oui, il y a la pêche aussi. La pêche, la pêche, la pêche. Hop, la pêche de loisirs. Et donc là, on a... Alors, est-ce qu'on a un accord commun ici, entre ces deux-là? Non, on a encore trois accords distincts. Donc là, on a une fusion qui est entamée. Ça veut dire que les partenaires sociaux, ils ont commencé à discuter. Donc là, comme on l'écrit là, la fusion, elle est en cours et les discussions peuvent courir jusqu'en 2028. Donc, c'est pas impossible que ça court, que ça s'arrête avant 2028. Mais là, ce qu'on a, c'est qu'on a trois conventions collectives distinctes qui ont encore 2 ans et demi bien larges pour négocier leur rapprochement. Et ces trois secteurs-là ont tous les trois une complémentaire santé collective. La convention collective principale, on pense que ça sera éclat, c'est-à-dire que c'est la convention collective de rattachement. Donc, c'est pas impossible que cet accord santé-là prenne le pas in fine. Mais pour l'instant, l'accord santé qui est en cours dans la CCN éclat, on a une recommandation jusqu'en 2027. Dans les familles rurales, c'est moins actif, hein. Le dernier avenant en frais de santé date de 2020. Donc là, c'est pas impossible qu'il n'y ait aucune renégociation qui se fasse en attendant la fusion en matière de frais de santé. En revanche, euh, dans la pêche de loisirs et les associations de protection du milieu aquatique, on a aussi un régime frais de santé en place avec une recommandation qui court jusqu'au début de l'année 2026. Peut-être que les partenaires sociaux vont attendre la fin de la mutualisation dans la pêche de loisirs pour négocier déjà un rapprochement en matière de protection sociale complémentaire collective avec la CCN éclat. C'est pas impossible, hein, qu'on ait déjà des mesures de renégociation frais de santé communes à ces trois conventions collectives et que ça fasse partie des premiers pas vers la fusion définitive. Mais encore une fois, c'est des suppositions. Mais vu qu'on c'est des modes d'action qu'on a déjà vus, c'est probable que ça se fasse comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations ou vous voulez que je fasse des rappels? Alors, s'il n'y a plus d'intervention, je voulais juste signaler qu'on allait faire probablement, hein, un nouveau webinaire bientôt. Donc on cale la date, un nouveau webinaire sur les catégories objectives de salariés pour faire un point quand même sur la façon dont ça se passe dans les conventions collectives et sur le chemin qui reste à faire. Et ultérieurement aussi, il y aura probablement donc ça, ce sera le deuxième webinaire sur les catégories objectives de salariés. Et il y aura probablement un troisième webinaire aussi sur un peu plus prospectif peut-être sur le degré élevé de solidarité dans les accords santé. Mais ça, on verra en temps et en heure quand ça se fera. Le prochain webinaire aura sûrement lieu en avril. La date prévue, alors, faut qu'on voit. En fait, il faut que je regarde. Parce que je sais très bien qu'il y a des congés scolaires qui arrivent à grands pas. Donc, faudrait pas que on cale, voilà, faudrait pas qu'on cale le webinaire sur les catégories objectives au moment de ces congés. Mais je pense qu'on fera comme avec ce webinaire-là, c'est-à-dire il y aura une session initiale et probablement une session de rattrapage. Comme ça, on est sûr que les personnes qui n'ont pas pu assister à la première puissent assister à la seconde. Donc je pense que ce sera la première session sera probablement à la fin du mois d'avril, mais il faut qu'on voit. Et la deuxième session peut-être plutôt dans la deuxième moitié du mois de mai sur les catégories objectives.
Donc on communiquera sur le sujet. Oui, oui, tout à fait. Vous recevrez un mail, bah, comme celui-ci, en fait, on enverra une invitation. On communiquera à tout le monde les dates des deux webinaires, probablement pour que les gens puissent choisir à quelle date s'inscrire. Voilà ce que je vous propose. Alors l'accès au site Tripalio est payant, oui, tout à fait. Euh, En revanche, l'accès au webinaire est gratuit, hein, comme c'était le cas aujourd'hui. Euh, Après, sur le site Tripalio, il y a certaines pages qui sont accessibles gratuitement, hein. Toutes les pages de synthèse des conventions collectives sont accessibles, donc ça permet d'avoir des informations. Mais ah, c'est dommage. Non, non, les webinaires, justement, ils sont gratuits. Mais donc, je crois qu'il y a des courtiers de proximité qui sont disponibles, enfin, qui sont présents ici. On prépare une offre spéciale pour les courtiers de proximité qu'on est en train de bâtir, qu'on est en train de fabriquer. Donc, on fera aussi des communications sur le sujet en temps et en heure, qui sont des informations adaptées en fait pour les courtiers de proximité. Euh, mais voilà, vous serez tenu au courant, on communiquera de toute façon. Alors sur le webinaire, on a une synthèse, oui, qui existe. Euh, je vais, euh, je vais la retrouver pour voir, pour vous l'envoyer. Voilà. Ce que je peux vous dire, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres interventions, bah, je vous remercie déjà d'être venu et d'avoir été attentif et d'avoir posé vos questions. J'ai vos emails, oui, j'ai vos emails. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. En fait, en vous inscrivant, on a vos coordonnées quand vous vous inscrivez, justement pour pouvoir vous contacter en cas de besoin. Donc bah, je vous remercie beaucoup et je reste disponible. Si vous avez des questions supplémentaires, évidemment, vous pouvez nous envoyer un message à contact@tripalio.fr et nous, nous reviendrons vers vous avec plein d'informations sur les prochains webinaires et sur nos prochains produits aussi très rapidement. Très bonne fin de journée à vous et donc à très bientôt. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Au revoir.